Bonjour à tous. Je m'appelle Louis, je suis doctorant en économie, l'éducation et la santé. Et je suis très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui de la politique fondée sur l'épreuve, parce que je pense que ça peut changer votre vision des politiques publiques. Alors je sais que ça ressemble à peu près au début de toutes les mauvaises conférences, typiquement de développement personnel, des choses comme ça, qui prétendent qu'elles vont changer votre vision du monde, mais j'ai un morceau d'indice qui montre un peu l'intérêt de la démarche que je vais vous présenter. Donc il se trouve qu'en 2011, il y a 3 économistes qui ont mené une expérience sur des hauts fonctionnaires pakistanais, des décisionnaires pakistanais. Ils ont tiré au sort une moitié d'entre eux qui ont été formés aux méthodes que je vais vous présenter dans cette conférence. Et on s'est rendu compte qu'après 6 mois, les politiciens traités, d'abord, ils avaient de meilleurs résultats des examens d'évaluation des politiques publiques, ce qui est un bon début. Ils étaient meilleurs à ce qu'on appelle l'inférence causale. Donc l'inférence causale, c'est la science de la causalité. On trouvait dans leur copie des phrases comme corrélation n'est pas causalité. Deuxièmement, ils étaient disposés à dépenser 300% de plus pour financer des essais contrôlés randomisés et 50% de moins pour des études qui n'étaient pas des expériences. Et troisièmement, c'est un peu différent, ils étaient 3 fois plus disposés à choisir des politiques pour lesquelles il existe des preuves causales. Alors je sais qu'il y a sans doute assez peu de hauts fonctionnaires pakistanais dans cette salle, mais je me dis que si la connaissance de ces méthodes a pu tant changer la façon dont ces responsables politiques envisageaient leur métier, elle mérite peut-être 30 minutes de votre temps. Le but de cette conférence est de vous parler un petit peu de méthodes quantitatives, statistiques, qui permettent d'isoler l'effet des politiques publiques. Et par isoler, j'entends savoir si ce qui s'est passé après une politique est bien dû à cette politique ou à un autre facteur. Donc, je vais rapidement parler de pourquoi ces méthodes sont nécessaires, parce qu'on pense toujours qu'on n'a pas vraiment besoin de méthodes rigoureuses pour savoir l'effet d'une politique. Puis deuxièmement, je vais vous parler de comment les appliquer, en menant ce qu'on appelle des essais contrôlés randomisés, que normalement les sceptiques connaissent beaucoup, et également vous parler de ce qu'on appelle les quasi-expériences, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des preuves causales, ou enfin des indices de causalité, quand on ne peut pas mener ces fameux essais contrôlés randomisés. Un petit disclaimer avant de commencer, je présente ici qu'une seule des sciences de l'évaluation des politiques publiques. C'est celle fondée sur l'inférence causale, les mathématiques de la causalité, l'usage d'expérience et de quasi-expérience. Il y a d'autres approches de l'évaluation des politiques publiques qui sont basées sur des entretiens, sur des sondages des gens. On demande simplement aux gens qui ont bénéficié de la politique est-ce que vous pensez que ça vous a aidé. C'est des méthodes qui sont complémentaires et qui ont leur valeur en soi, notamment pour documenter le déroulement de la mise en place d'une politique. Mais ce dont je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui, c'est qu'elles ne permettent pas de faire des affirmations causales. Deuxièmement, évidemment, je ne suis pas ici pour faire des jugements de valeur, je ne suis pas ici pour dire quelles politiques sont souhaitables. Moi, je vais simplement vous parler des faits et des effets. Quel est l'effet d'une politique publique et comment on l'isole. Ça veut dire que vous pouvez a priori adhérer au contenu de cette conférence, quelle que soit votre orientation politique. L'évaluation des politiques publiques, a priori, elle ne permet pas de remplacer le débat entre citoyens par un débat entre experts. Elle ne désarme pas le citoyen, au contraire, elle lui donne des munitions. Pourquoi ? Parce que ces méthodes sont un moyen de savoir si les politiques que vous prenez sont bien des solutions aux problèmes qui vous préoccupent. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles intéressent de plus en plus les gouvernements et les grandes entreprises. Il y a quelques mois, Netflix sur Twitter a posté une annonce en disant qu'il cherchait un causal data scientist, donc quelqu'un qui est formé aux méthodes dont je vais un peu vous parler aujourd'hui. Une question qui vient immédiatement, c'est mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de méthodes sophistiquées pour évaluer l'impact des politiques? Est-ce qu'il ne suffit pas d'observer ce qui s'est passé juste après pour savoir si une politique a fonctionné? Bon, par exemple, dans les médias, quand les médias parlent du bilan en termes d'emploi d'un président, ils vont se contenter de compter le nombre d'emplois qui ont été créés durant son mandat. En général, si on veut analyser, je ne sais pas moi, l'impact d'une politique de l'emploi, on se dit que si le chômage a baissé après, ça prouve que ça a fonctionné. Eh bien non. Parce que le problème de toutes ces statistiques qu'on trouve dans les médias, c'est qu'elles nous informent sur ce qui est produit dans un monde où cette politique a été mise en place. Et non pas sur ce qu'on appelle le contrefactuel. C'est-à-dire ce qui se serait produit dans un monde parallèle qui ne différerait d'une autre que dans la mesure où on n'aurait pas implémenté cette politique. Et sans contrefactuel, pas d'affirmation causale. C'est en tout cas ce que nous apprend une des approches mathématiques assez courantes de la causalité dans l'évaluation des politiques publiques, le modèle causal de Rubin. Donc, dans le modèle causal de Rubin, l'effet de A, c'est ce qui s'est produit avec A, moins ce qui se serait produit dans des conditions exactement similaires, sauf que sans A. Et déjà, quand on dit ça, on dit quelque chose qui n'est pas si trivial. Parce que dans les rapports du Parlement et discours des politiques, on mesure en général l'efficacité d'une politique au nombre de personnes qui en ont bénéficié. Si vous regardez les rapports du Sénat sur les déserts médicaux,
Quand ils s'intéressent à l'intérêt de la prime pour aller dans les déserts médicaux, ils se contentent de compter le nombre de personnes qui en ont bénéficié. Alors qu'en fait, peut-être que même s'il y a 100 000 personnes, s'il y a 100 000 médecins qui ont bénéficié d'une prime pour aller dans les déserts médicaux, peut-être même que sans la prime, il y aurait eu 50 000 médecins qui seraient de toute façon allés dans les déserts médicaux. De la même manière, Macron, dans ses vidéos sur l'écologie, il dit « Nous avons agi pour l'écologie, nous avons rénové 1 million de logements grâce à notre prime ». Ce qui veut simplement dire, c'est qu'il y a 1 million de logements dont la rénovation a bénéficié de la prime, mais peut-être que sans la prime, il y aurait de toute façon eu 200 000, 300 000 logements, 500 000 qui auraient été rénovés. Mais alors, ceci étant, comment est-ce qu'on fait pour construire un contrefactuel? Sans machine à voyager entre les dimensions, seules les méthodes d'inférence causale le permettent. Alors je vais commencer par la méthode qui est peut-être la plus connue, celle des essais contrôlés randomisés. Donc l'idée des essais contrôlés randomisés, juste ici, c'est que vous avez une population, vous tirez au sort un groupe traitement qui va bénéficier de la politique et un groupe contrôle qui ne bénéficiera pas de la politique. Bon. Donc c'est l'idée. L'importance, la puissance du tirage au sort, c'est qu'elle permet de rendre des groupes parfaitement comparables a priori. Et le groupe contrôle est alors le contrefactuel. L'intuition, c'est que si vous voulez, si on tire au sort, il n'y a pas de raison systématique qui puisse expliquer que certaines personnes avec un revenu plus haut, une santé meilleure, se retrouvent dans le groupe contrôle plutôt que dans le groupe traitement. Toutes les variables sont les mêmes dans le groupe contrôle et le groupe traitement, même a priori les variables qu'on ne saurait pas mesurer. Dans ce cas, le seul facteur qui distingue le groupe contrôle du groupe traitement, c'est le traitement. Et toute différence entre les groupes ne peut alors être due qu'au traitement. Et ce que j'appelle le traitement ici, c'est simplement la politique. Et de fait, il y a beaucoup d'essais contrôlés randomisés qui ont été menés depuis les années 30 pour évaluer les politiques publiques. Dans les pays en développement, pour tester l'impact du microcrédit, des moustiquaires, le GIPAL, qui est le laboratoire de notre prix Nobel, entre guillemets, Esther Duflo, en a mené des centaines à lui tout seul. Mais il y a aussi beaucoup d'exemples de CR qui ont été menés dans les pays développés. Par exemple, l'essai contrôlé randomisé des classes d'excellence, des internats d'excellence à Sourdin, où on a emmené des bons élèves de ZEP et on les a mis ensemble dans des internats où ils avaient un peu moins de profs par classe et ils étaient entre bons élèves. J'aime bien aussi prendre l'exemple du Peri-Preschool Project, qui est un programme très très célèbre dans les années 60, qui était des aides ciblées éducatives sur des jeunes noirs américains avec un QI inférieur à la moyenne, et sur leurs parents. Et on s'est rendu compte, par exemple, que ça a causé 40 ans, 50 ans plus tard, et on le sait parce que ça a été mené dans les années 60, une hausse spectaculaire de l'emploi, des salaires, une baisse du crime, tant et si bien que pour $1 que l'État a investi, il a obtenu $16 de recettes fiscales en plus. Parce que, évidemment, si les gens ont un emploi, ils payent plus de taxes, et s'ils ne sont pas en prison, on n'a pas à leur payer leur incarcération. Et je donne cet exemple parce que ça montre aussi un des avantages des essais contrôlés randomisés, c'est qu'on peut savoir le coût et le bénéfice des politiques d'une manière qui est extrêmement convaincante. Toutefois, il y a bien des cas où il n'est pas possible de mener un essai contrôlé randomisé pour évaluer une politique. Pensez par exemple au confinement, je ne vois pas comment, politiquement, logistiquement, on aurait pu mener un essai contrôlé randomisé sur l'effet du confinement. Une solution, dans ce cas-là, c'est de trouver ce qu'on appelle des expériences naturelles. La terminologie est un peu floue, mais ici, ce que je veux dire, c'est qu'on peut trouver des cas où ce ne sont pas les chercheurs qui ont fait un tirage au sort, mais où il y a quand même un tirage au sort. Par exemple, il y a un papier qui est très célèbre en économie de la santé, qui a été publié par notamment une économiste qui s'appelle Amy Finkelstein, dans un très bon journal de médecine qui s'appelle The New England Journal of Medicine, sur les effets de Medicaid, donc qui était la politique d'Obama pour effectivement aider les ménages à bas revenus à payer leurs frais de santé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, dans l'Oregon, il y a eu une série de tirages au sort à partir d'une liste d'attente. Et donc, ceux qui ont été tirés au sort ont d'abord bénéficié de Medicaid, c'était un groupe de traitement, et ceux qui ont, entre guillemets, perdu le tirage au sort dans l'Oregon, ils n'ont pas bénéficié de Medicaid. Et donc ça, si vous voulez, c'est pas des chercheurs qui ont mené un tirage au sort, mais on a bien un tirage au sort avec un groupe de traitement ou un groupe contrôle. Donc c'est ce qu'on peut appeler une expérience naturelle. Alors un résultat qui est intéressant, par exemple, c'est que le programme n'a pas apporté d'amélioration significative de résultats mesurés sur certains outcomes de santé publique, de santé physique. Donc par exemple, il n'y a pas eu de baisse des taux de cholestérol ou de la prévalence de l'hypertension, mais ça permet de montrer, cette étude, que Medicaid a permis d'augmenter l'utilisation des services de santé, d'augmenter les taux de détection et de prise en charge du diabète, de diminuer les taux de dépression et de réduire les contraintes financières, donc simplement ce qu'ils appellent les catastrophiques out-of-the-pocket medical expenditure, donc
effectivement, vous êtes aux États-Unis, vous avez un grave accident, et du coup, vous n'avez pas à payer 30 000, 40 000 $ pour vous faire soigner si ça ne va pas. Voilà. Bon, cela dit, on voit bien qu'on est quand même sur des cas un petit peu de niche, un petit peu rares, et donc il va falloir qu'on ruse encore un peu plus pour avoir des impacts de politique publique, parce que les tirages au sort de cette manière, il y en a des très célèbres, mais enfin, c'est très rare. On peut se tourner vers ce qu'on appelle maintenant des quasi-expériences. Ce que j'appelle ici des quasi-expériences, c'est un ensemble de méthodes qui permettent de tenter de distinguer corrélation et causalité quand on ne peut pas faire d'expérience. Et mieux simplement qu'en ajustant les différences entre les groupes, en contrôlant parce qu'on sait mesurer. Je ne vais pas vous présenter toutes les méthodes quasi-expérimentales, parce que c'est un champ de recherche qui est extrêmement foisonnant. Je vais me concentrer sur deux. La première, c'est celle qu'on appelle parfois la reine des quasi-expériences, la régression en discontinuité. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle le différence en différence, qui est la plus populaire. L'implémentation de ces méthodes peut être très technique, elle l'est souvent, mais elles sont toutes fondées sur des principes très très intuitifs que je vais vous présenter. Donc si je commence par le RDD, donc la régression en discontinuité, l'idée d'une régression en discontinuité, c'est que si l'intervention est déclenchée à partir d'un critère complètement arbitraire, ceux qui sont juste en dessous, ou juste en dessous du seuil, a priori devraient être similaires. Et donc si on trouve une discontinuité importante, autour du seuil, ça peut être un indice fort de causalité. Donc, par exemple, là j'ai simulé des données. Voilà, imaginons qu'on cherche à isoler l'effet causal de mon intervention au REC sur la part des gens qui croient que c'est très important et très bien d'évaluer les politiques publiques. Et imaginons que cette conférence soit réservée aux plus de 35 ans. Je laisse à votre imagination pourquoi. L'idée, si vous voulez, d'une régression en discontinuité, c'est que on va voir s'il y a une discontinuité autour du seuil de 35. Et l'effet causal de ma conférence, ça va être la différence entre la part des gens qui croient qu'évaluer les politiques publiques, c'est bien, et qui ont 34 ans et 11 mois, juste ici, et les gens qui croient qu'évaluer les politiques publiques, c'est bien, et qui ont 35 ans et 1 mois. Et on se dit raisonnablement que ça ne peut être que ma conférence qui peut expliquer cette discontinuité. Bon. Alors, pour être plus précis sur les hypothèses, cette méthode, en général, la régression en discontinuité, elle n'isole un effet que sous deux hypothèses. La première, c'est ce qu'on appelle la non-manipulation de la variable du seuil. Donc, si effectivement, les gens peuvent se débrouiller pour se retrouver juste en dessous, juste au-dessus du seuil, ça met en cause la validité de la méthodologie, parce qu'en fait, peut-être que qui manipule pour se retrouver au-dessus ou en dessous du seuil, c'est pas aléatoire, et donc, les gens juste en dessous et juste au-dessus du seuil ne seront pas nécessairement comparables. La deuxième, qui est une hypothèse assez proche, c'est ce qu'on appelle l'exogénité. Donc l'idée de l'exogénité, c'est que sans l'intervention, a priori, ceux qui ont 34 ans et 11 mois, et ceux qui ont 35 ans et 1 mois, a priori, ils auraient statistiquement la même probabilité de croire d'être pro-évaluation des politiques publiques. C'est des hypothèses qui sont testables dans une certaine mesure, donc on peut en parler. Voilà. Mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus ici. Deux petits exemples. J'ai pris deux exemples un petit peu d'économie politique pour montrer comment on peut effectivement distordre la démocratie, parce que je trouve ça assez sympathique. Donc, là, vous avez effectivement, c'est un papier sur l'impact d'un programme d'aide, je crois que c'était en Colombie, ciblé sur les ménages à bas revenus, et le soutien au gouvernement. Et donc, ceux qui sont à gauche de la ligne, ce sont des gens qui ont pu effectivement bénéficier d'un programme d'aide, d'un package d'aide. Ceux qui sont à droite de la ligne, c'est ceux qui n'avaient pas de revenus suffisants, qui étaient au-dessus du seuil pour bénéficier d'un programme d'aide. Et on voit que les gens qui sont juste en dessous du seuil ont beaucoup plus de chances de soutenir le gouvernement que ceux qui sont juste au-dessus du seuil, ce qui est quand même un indice fort de causalité que effectivement le package a acheté des votes. C'est pas une évaluation de politique publique, mais c'est un exemple aussi qui est très célèbre, donc il faut que je vous partage. C'est un papier qui montre le fait qu'il y a un avantage pur au fait de gagner une élection sur le fait de gagner celle d'après. Donc typiquement, c'est pas une question qui est si évidente. On ne peut pas se contenter de dire non, mais ceux qui ont déjà gagné une élection, enfin ceux qui ont gagné une élection ont plus de chances de gagner une élection, donc ça prouve que ceux qui gagnent des élections ont des avantages indus pour gagner. Peut-être que ceux qui gagnent une première élection et qui gagnent une deuxième élection, ils sont juste meilleurs. Sauf que ce que montre ce papier, c'est que quand les démocrates gagnent tout juste dans un comté, quand ils remportent une élection à 50,01% de voix, ils ont beaucoup plus de chances de gagner l'élection d'après que ceux qui viennent tout juste de perdre l'élection. Et ça,
c'est un indice, effectivement, d'une prime électorale qui est simplement due au fait qu'ils ont tout juste gagné l'élection. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'entre des gens qui ont gagné l'élection à 49,9 et des gens qui ont gagné l'élection à 50,01, il y a un tel écart subi et discontinu de compétences politiques ou de toute autre variable. Voilà. Je passe maintenant aux différences en différence. Donc, le différence en différence, c'est une méthode qui vient à l'origine de santé publique. Elle a été employée par John Snow pour montrer que le choléra se transmettait par l'eau sale. Voilà. Et elle a été modernisée dans les années 90 par des économistes, initialement pour étudier l'effet du salaire minimum sur l'emploi. C'est une méthode qui a connu beaucoup de développement très très sophistiqué, mais l'idée de base est très simple. Je vais prendre un exemple réjouissant. Imaginez qu'une nouvelle pandémie démarre, on pourrait dire le Covid-23 ou le Covid-24, et que l'État souhaite mettre en place un nouveau confinement. L'idée du différence en différence, c'est que vous allez trouver un pays, et donc évidemment l'État français met en place un nouveau confinement, et vous voulez savoir l'effet causal du confinement sur les infections ou les morts. Bon. L'idée du différence en différence, c'est que vous allez trouver un pays qui a une tendance en termes d'infection qui est comparable à la France, avant le confinement, et qui n'a pas mis en place de confinement. Alors ce pays, il n'a pas forcément à avoir le même nombre de cas positifs que la France, mais l'écart doit rester le même au cours du temps. Donc, quand le nombre d'infectés baisse dans notre pays contrôle, le nombre d'infectés en France doit baisser aussi, et même chose quand le nombre d'infectés monte. Les deux pays doivent varier ensemble. Et donc l'idée du différence en différence, c'est que quand le confinement intervient, son effet sur les infections, c'est alors la différence entre la variation du nombre d'infectés en France après le confinement et la variation du nombre d'infectés dans le pays contrôle, juste ici, tout simplement. Voilà. Bon. Alors c'est une hypothèse c'est une méthode qui repose sur 4 hypothèses. La première, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse des tendances parallèles. C'est l'idée que si la politique n'avait pas eu lieu, les dynamiques épidémiques, les trajectoires d'infection des deux pays seraient restées les mêmes. Alors on ne peut pas le vérifier directement, mais on peut vérifier que les dynamiques épidémiques étaient les mêmes juste avant le confinement. Et si voilà, ça se met à diverger juste après le confinement, c'est a priori un signe de l'efficacité du confinement. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres politiques mises en place en même temps, exactement au même moment, sinon on ne sait pas. Ce qui peut expliquer l'écart entre le groupe contrôle et le groupe traitement. Il ne faut pas qu'il y ait de débordement. Il ne faut pas que le confinement en France affecte le nombre de cas dans le pays contrôle. Bon. Il ne faut pas non plus qu'il y ait d'effet d'anticipation. Mais dans ce cas-là, en général, on estime effectivement l'impact d'une politique en général à partir du moment où la politique est annoncée et pas à partir du moment où la politique est mise en place, pour éviter que les gens se mettent à changer de comportement à cause de la politique avant ce qu'on estime comme étant la période de traitement. Un des vrais sujets, c'est évidemment comment faire quand on n'a pas de pays avec des tendances parallèles. Donc, il y a beaucoup de méthodes, et la frontière de la recherche statistique sur ces questions, c'est effectivement, elle se trouve là. Une méthode qui est assez courante, même si elle est un peu en train de tomber elle est de moins en moins à la mode, ce qu'on appelle le contrôle synthétique. Donc si on reprend notre exemple, le contrôle synthétique, ce serait de comparer la France à ce qu'on appelle une France synthétique, qui est une moyenne pondérée des autres pays qui n'auraient pas mis en place de confinement, et qui est construite de telle manière à ce que le nombre d'infections de la France synthétique soit comparable au nombre d'infections de la vraie France avant la mise en place du confinement. Et si après le confinement, il y a moins d'infections en France que dans la France synthétique, ce sera un indice de l'efficacité de la politique. Voilà. Alors, un petit exemple, et on arrive déjà à la fin de cette conférence, Born et al., ils emploient cette méthode avec la Suède, sauf que dans un cas un peu inversé du nôtre, c'est-à-dire que la Suède n'a pas mis en place de confinement sur la période qu'ils analysent, alors que les autres pays en ont. Donc là, le groupe traitement, la Suède, c'est qui n'a pas mis de confinement, et le groupe contrôle, c'est les pays qui n'en ont pas mis un en place. Donc là, ce graphique, c'est le plus important. En abscisse, vous avez le temps, tout simplement. En ordonnée, effectivement, vous avez le nombre de morts. En bleu, vous avez la vraie Suède. Voilà. Et en pointillé, vous avez la Suède synthétique, du coup, qui est un mélange de Danemark, de Finlande, de Belgique. Voilà, en fait, c'est une moyenne de tous ces pays où, effectivement, il y a un algorithme qui a fait en sorte que certains pays comptent plus ou moins dans la moyenne pour que le nombre d'infections dans la Suède et la Suède synthétique soit exactement le même. Donc on voit qu'au début, comme prévu avant la mise en place du confinement, juste ici, la Suède et la Suède synthétique ont les mêmes tendances, c'est normal par construction. Ensuite, les autres pays que la Suède mettent en place un confinement, et peu à peu, on voit les deux, effectivement, dynamiques se séparer. Et donc, l'impact de ne pas avoir mis en place dans cette étude de confinement de la Suède, c'est la différence entre la ligne bleue, la vraie Suède, et la Suède synthétique. Voilà. Bon.
c'est une étude qui est cohérente avec d'autres études qui sont parues sur le sujet, sur la Suède ou sur la Norvège, et qui utilisent cette fois-ci la Suède comme groupe contrôle. Voilà. Bon. J'arrive déjà à la fin de cette intervention. Je vous ai fait une introduction peut-être un peu marketing à ces méthodes. Je ne vous ai pas parlé de toutes les limites de ces méthodes, mais elles sont non rédhibitoires. Elles sont toutes plus ou moins contournables. Je ne vous ai pas parlé de tous les débats autour du néocolonialisme, c'est-à-dire qu'en fait, certaines personnes qui pensent que les pays en développement servent parfois de laboratoire des politiques publiques. Donc, par exemple, une des études les plus influentes sur le masque a été menée, je crois, au Bangladesh. Bon, ça, c'est un sujet éthique que je n'aborde pas ici, mais c'est une question, effectivement. Je n'ai pas parlé non plus de l'importance de répliquer, pour s'assurer que ce qui a marché dans un contexte donné fonctionnera dans un nouveau contexte. Les gens font comme si c'était une limite de ces méthodes, de dire non mais attendez, on teste une politique dans un pays et on ne sait pas si ça a marché de la même manière dans ce pays. Oui, mais c'est pas une question métaphysique. Il suffit de tester, de tester à nouveau et de voir et de comparer les résultats. Bon. Donc je vais pas beaucoup parler de ça. Je vais pas parler non plus de comment s'assurer de ce qui a marché à petite échelle fonctionnera à plus grande échelle, ce qui implique encore d'autres questions qui sont aussi réglables. Mais voilà, si ça vous intéresse, je parle de tout ça et puis bien plus sur mon blog, fairmentirleschiffres.com, ma chaîne YouTube et mon compte Twitter @unempiriciste, et puis dans une conférence plus longue que vous pouvez trouver en ligne exactement sur le même sujet, mais menée pour altruisme efficace. Je finis là-dessus. Il existe des moyens pour savoir quelles politiques sont les solutions aux problèmes qui nous préoccupent. Ouh là là. Soyons plus exigeants envers nos représentants. Il faut leur demander de fonder leurs décisions dans les données de ces études d'impact. Éventuellement, on peut leur demander de mettre en place, de les tester avec des essais contrôlés randomisés avant. Dans bien des cas, c'est pas souhaitable, parfois c'est même pas éthique, mais grâce aux case expérience, on peut en général avoir une idée assez claire parfois de l'impact de la politique après la politique. Donc voilà. Et si vous vous intéressez à ces études d'impact rigoureuses, causales, vous en avez évidemment dans la littérature scientifique, donc il faut aller sur Google Scholar, mais vous en avez aussi souvent d'ailleurs avec des résumés en français sur les sites de l'Institut des politiques publiques, que le laboratoire d'évaluation des politiques publiques de l'École d'économie de Paris, voilà, ou effectivement sur le site du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, qui est le même labo d'évaluation des politiques publiques, mais pour Sciences Po. Je vous remercie de votre attention.